Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes au Libre Journal des Controverses. Je salue bien entendu mon prédécesseur du Libre Journal de Géopolitique Profonde, Nicolas Stocker et Lara Stam, pour une émission passionnante, les prédictions. Ça, les prédictions, on sait qu'elles arrivent, elles sont réelles. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette émission, d'ailleurs, que j'ai écouté là, à côté, patiemment. Alors, je salue bien entendu notre amie Nini Vlam, réalisatrice en chef ici à Radio Courtoisie, la Spielberg, réalisatrice, chanteuse aussi. Elle chante du rock comme personne. Elle a la voix rocailleuse d'une rockeuse, Nini Vlam Virginie. Et bien entendu, je salue pour son retour. J'ai failli donner un mot anglais. Tiens, non, jamais, pas d'anglicisme ici. Pour son retour. Patrice, il est au standard, l'homme à la belle écriture. Il attend vos commentaires. Aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, nous recevons là le livre de l'année. Pour moi, c'est le livre de l'année. Il y aura tellement de révélations sur cette heure 30. Il leur faudra d'ailleurs 4 ou 5 heures d'émission pour toutes ces révélations. Je reçois le commissaire des renseignements généraux, anciennement renseignements généraux, Hubert Marty, pour son livre Face à l'état profond, 10 ans aux renseignements généraux de Mitterrand à Sarkozy. On va parler des affaires mystérieuses comme la disparition du pasteur Doucet, de la mort de Bérégovoy. A-t-il été assassiné, monsieur Bérégovoy? De l'assassinat de Boulin, du SAC, rappelez-vous, service action civique, du général de Gaulle, des années Sarkozy. En fait, on va ressortir, ce livre ressort toutes les affaires sales de la République. Human Bomb aussi, rappelez-vous Human Bomb, le preneur d'otages de la maternelle de Neuilly-sur-Seine, etc., etc. Tellement de choses sont écrites et encore. Ce n'est qu'un tome 1, parce qu'il y a encore il y aura des tomes 2, des tomes 3, je le sais. Bonjour, cher Hubert Marty. D'abord, bonjour. Qu'est-ce qu'exactement les renseignements généraux? Alors, écoutez, c'est un service qui a été créé avant la guerre de 14, qui a repris un peu la police spéciale. Alors, qu'est-ce que c'était que la police spéciale? Ça a été créé, je crois, sous Louis-Philippe ou sous Napoléon III. C'était un service de renseignement intérieur qui était chargé de rassembler les renseignements. Vous savez, les ancêtres de la police moderne, que ce soit le lieutenant Larénie ou Joseph Fouché, ils ont mis l'accent sur l'aspect essentiel pour la police d'être bien renseigné. Parce que, si vous voulez, l'action de la police, c'est 3 temps, c'est 3 phases. C'est avant le renseignement, pendant la sécurité publique, l'action, c'est-à-dire tout ce que vous voyez quotidiennement dans le travail de la police au quotidien, les accidents, les AVP, les suicides, les problèmes de la voie publique. Et ensuite, c'est les enquêtes. Les enquêtes, c'est le judiciaire, pour le judiciaire, ou la DST, la DGSI pour le renseignement, l'ingérence extérieure. Et donc, ces 3 temps de l'action policière, ils sont quand même largement conditionnés par ce qui est avant, c'est-à-dire être renseigné de ce qui va se passer. Donc, que ce soit Larénie ou Joseph Fouché, ils ont mis l'accent sur le fait que la police doit être renseignée sur ce qui se passe dans le pays. Comme disait Fouché, la police s'occupe de ce qui la regarde et ensuite de ce qui ne la regarde pas. C'était une belle maxime. Et tout ça s'est organisé un peu sous la royauté, mais ça a commencé à prendre forme dans le 19e siècle, avec la monarchie de Juillet et ensuite sur Napoléon III. Et les RG en tant que tels ont été organisés en 1907. Et leur premier directeur s'appelait Jean France, comme la France. Et ensuite, ce service s'est étoffé. Il a été sérieusement musclé, il faut dire, pendant la période de Vichy, puisque l'école des commissaires a été créée en 1941 et il y a un décret qui organise les renseignements intérieurs en 1941.
Et à partir de 1945, les RG ont pris forme. Alors, c'était une direction centrale autonome, c'est-à-dire qu'il y avait le patron de la Sûreté nationale, mais il avait sous ses ordres le directeur des renseignements généraux, C'est une direction qui a compris, au maximum, elle comprenait à peu près 3000, 3500 fonctionnaires, en comptant les fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, qui existent encore. Il y a la seule structure de renseignement en tant que telle qui existe, c'est la direction des renseignements de la préfecture de police. Alors, vous avez fait Sciences Po, la Sorbonne, vous avez rejoint en 1983 l'École nationale supérieure de la police, qui forme les commissaires. Vous en sortez major. Non, j'en rentre major. Je suis rentré major. Et je suis sorti dans la bonne moitié, je suis sorti 35e ou 40e. Et bon, parce que je l'explique, je décris en détail comment on forme un commissaire. Je trouve que c'était intéressant d'expliquer comment ça se passe. Les phases d'études, les phases de stage. Alors, ce qui est intéressant, j'explique le brassage dans ma promotion, la 35e promotion, nous étions 100. Il y avait 45 étudiants, il y avait une 20 des gens qui étaient du concours interne, c'est-à-dire des inspecteurs ou des commandants ou des capitaines qui avaient passé le concours pour être commissaire. Et ensuite, il y avait les fameux 35%, c'est la promotion mérite, c'était les gens qui avaient 15, 20, 30, 25 ans, 30 ans de police et qui sont récompensés en devenant commissaire. Et ce brassage faisait que on était en contact, en arrivant étudiant, on discutait le soir, après les dîners, dans les repas, dans les stages, avec des gens qui avaient déjà de la bouteille, comme on dit, de la bouteille, et qui vous apprenaient, par exemple, comment faire une enquête quand on découvre un cadavre, comment faire une enquête suicide, comment faire des interrogatoires, comment faire des perquisitions, comment faire des scellés, etc. C'est tout le travail pratique qu'on découvre sur le terrain quand on est étudiant. Voilà. Et en 87, Charles Pasqua vous découvre, on va dire. Oui. Et il vous reçoit. Qu'est-ce qui se dit, tiens Alors, j'explique dans mon livre, je raconte l'histoire. Donc j'arrive comme jeune commissaire au Havre. J'ai à peine 27 ans et je suis le plus jeune de mon service. C'est-à-dire que j'arrive avec des vieux briscards qui connaissent ça par cœur, qui connaissent le fonctionnement. Je succède à un commissaire, Legrand, dont je parle, qui lui partait à la retraite. Il avait exactement 30 ans de plus que moi. Donc, entre mon prédécesseur et puis moi qui arrive, on est dans les deux extrêmes. Lui, il part à la retraite et moi, j'arrive, je découvre. Et alors, je découvre une ville passionnante parce que Le Havre, je dirais que pour démarrer dans sa carrière, c'est fabuleux. C'est une ville qui faisait... C'était déjà Ruffnac avant ? Ah non, c'était pas Ruffnac. Nous étions dans la mairie communiste. Ah, c'était communiste. C'était Duroméa, le maire. Donc, j'arrive dans une ville communiste qui apparaît comme une grande citadelle du PC et de la CGT, avec autour une campagne normande qui, elle, est à droite, et que Ruffnac, dont je fais la connaissance, qui, à l'époque, il est au creux de la vague, parce qu'il n'a plus qu'un seul mandat, il est conseiller général du 6e canton du Havre. Il a besoin d'appui, il a besoin d'informations. Et j'explique dans mon livre que j'avais noué connaissance lors de mutuelle à Sciences Po avec Gilbert Carrère, qui était préfet du Val d'Oise, et que j'ai rencontré, avec qui j'étais toujours en contact suivi quasiment jusqu'à sa mort, puisque je l'ai rencontré 2 ans avant sa mort. Et quand je pars de Lyon, d'ailleurs, il y a la cérémonie de sortie de l'école des commissaires présidée par Jox, et il y a le préfet Carrère qui est là, et il me dit « Où est-ce que vous allez ?» J'ai dit « Je m'en vais voir. » Il me dit « Venez me voir, j'ai des choses à vous dire. » Donc quand je vais le voir un soir à la préfecture du Rhône, on fait un tour, il me dit ce qu'il pense, lui, des RG. Il était dans la préfectorale depuis les années 50. Donc, il me dit, vous savez, le renseignement, c'est le côté intéressant du boulot, c'est le côté amusant, distraction, parce qu'on est là pour appliquer des règlements, prendre des arrêtés, appliquer des lois, c'est pas toujours très drôle. Mais en revanche, le côté renseignement, c'est ce qui me passionne le plus, c'est connaître les petites histoires qui nous amènent souvent à la grande histoire. Mais là où votre vie change... c'est lorsque vous êtes muté dans la Nièvre, dans les fiefs de Mitterrand. Dans les fiefs de Mitterrand. Alors, comment ça se passe? Alors, d'abord, je fais cette affaire de terrorisme. Vous savez, quand la première cohabitation est particulièrement intéressante. Donc, il y a des attentats dans Paris. Le 20 mars 86, quand le gouvernement Chirac s'installe, il y a un attentat à la FNAC sur les Champs-Élysées. Et ensuite, vous avez les fameux attentats de la rue de Rennes, en septembre 86. Vous n'êtes pas connu ça, vous étiez trop jeune, Mike. J'étais tout jeune, ouais. Tout jeune, en 86. Voilà. Donc, le pays, il est plongé dans une ambiance de terrorisme et Pasqua en disant il faut terroriser les terroristes. C'est sa fameuse grande phrase.
Et donc, tous les services se mettent en chasse. Est-ce qu'on a chez nous des terroristes? Je faisais une réunion, parce que les RG en était un service de renseignement un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que on avait, d'abord, je parle des fichiers qui sont super intéressants. Il faut voir, on avait une documentation qui était exceptionnelle, qui était vraiment tenue à jour depuis les années 30. Parce que moi, je retrouvais des fois dans le fichier des dossiers qui remontaient à 37, 38. Alors, les fichiers avaient été expurgés pendant la guerre, parce qu'à la guerre, qu'à la libération, il y a beaucoup de gens qui ont tenu à ce qu'on fasse disparaître leurs traces de collaboration avec les Allemands ou de connivence. Il y a eu des vrais résistants, mais les vrais résistants, c'était à peu près 2 ou 3% de la population. Et je pense que les vrais collabos, c'était pareil, 2 ou 3%. Le reste, la frange de la population était attentiste. Et surtout, leur objectif, c'était de survivre et puis d'échapper aux rafles, aux exactions de la Gestapo. La période de l'occupation, franchement, je pense qu'il y a encore un interdit sur cette période de notre histoire qui mérite d'être parfois exhumé. Alors, nous avions nos dossiers. Et on voyait les traces des gens, ce qu'ils avaient fait pendant la guerre, parce que tout n'avait pas été expurgé. Et pour qui voulait faire de l'histoire de la sociologie politique, les fichiers DRG étaient passionnants. Donc, ce service DRG était à la confluence entre la sécurité publique, la police au quotidien, avec lesquels nous travaillons quotidiennement, et puis avec la DST, les renseignements militaires, la direction des renseignements militaires, la DPSD, et puis la DGSE. Et quand je fais une réunion je réunis mes collègues de renseignement sur la place, on est réfléchi, est-ce qu'on a des menaces terroristes chez nous? Non. Sauf qu'on est encore pendant la guerre froide, en 86-88, le mur de Berlin ne s'est pas effondré. Donc, nous avions tous un rôle de renseignement anticommuniste, c'est-à-dire que l'adversaire, c'était l'Union soviétique et le pacte de Varsovie. Et quand on voyait les bateaux arriver sous pavillon de l'Est, il fallait toujours qu'on soit très vigilant pour pas se faire manipuler ou avoir par des services de l'Est. Je me souviens par exemple qu'à cette époque, j'ai reçu dans mon service des réfugiés de la Roumanie. Il y avait des réfugiés roumains qui prenaient des bateaux, qui s'enfuyaient de Roumanie en disant je suis poursuivi par la Securitat, je ne suis pas du tout dans l'axe Ceausescu, donc je cherche refuge à l'ouest. Et le problème, ces gens-là, ils venaient chez nous parce que nous étions le plus public des services de renseignement. C'est-à-dire qu'on avait une plaque renseignements généraux et les gens qui ne connaissaient pas la DST ou la DGSE souvent venaient chez nous et c'était à nous après à les dispatcher en disant voilà, vous ne ressortez pas de nos compétences. Et donc du coup, vous avez pu assister de visu, si je puis dire, aux morts ou suicides, hein, comme on peut dire, de l'époque de François Mitterrand, dont le très célèbre Pierre Bérégovoy, Premier ministre. Alors là, on va ensuite... Voilà. Bah oui, là, dans la Nièvre, donc allons-y, quoi. Allons-y, on met les pieds dans le plat. On met les pieds dans le plat. Alors, donc je suis remarqué par Pasqua, mais je l'explique, je ne refuse d'aller en Corse si vous voulez que je succède à Squarcini. Je me réserve pour la suite. Et finalement, la réélection de Mitterrand arrive. Et là, d'abord, on me propose d'aller à Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, qu'est-ce que c'est? Je ne vois pas l'intérêt. L'intérêt, c'était que c'était le fief de Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur. Je n'y vais pas. Et finalement, arrive un nouveau directeur DRG qui s'appelle Jacques Fournet, dont je parle abondamment dans mon livre, qui était un proche de Mitterrand et de Michel Charasse. Et il me dit, bon, ben voilà, on a vu votre parcours, vous êtes proche de la droite. J'ai dit, bon, mais il nous faut un commissaire qui soit proche de la droite, donc vous irez dans la Nièvre. Donc j'arrive décembre 88 dans la Nièvre, dans ce département qui était à 100% socialiste. Au début, pour moi, ça n'a pas été facile. J'ai eu des très bon accueil du RPR et du DF local à l'époque, qui étaient très marginaux, qui étaient minoritaires. Et puis, j'ai commencé à connaître Bérégovoy, et je me suis quand même aperçu rapidement de la différence d'appréciation, de comportement, d'analyse qu'il y avait entre Bérégovoy et les proches de Mitterrand. Ils n'étaient pas vraiment sur la même planète. Bérégovoy il était parti de pas grand-chose. Certificat d'études, CAP d'ajusteur fraiseur, ouvrier à Gaz de France, syndicaliste. C'était un homme qui avait gardé ses vraies convictions de gauche. Et quand il revient ministre des Finances en 88, il est très content de reprendre son poste. Il aurait aimé déjà en 88 être Premier ministre. Mitterrand lui préfère Michel Rocard pour un peu renouveler le personnel politique.
Et après, Rocard, au bout de 3 ans, s'en va, et c'est Édith Cresson qui arrive. Alors là, comme j'explique dans mon livre, quand on a vu revenir Bérégovoy avec la nomination d'Édith Cresson, il était complètement furieux. Il dit qu'est-ce que c'est que cette incapable. Elle le traitait d'enflure. Vous voyez, les relations étaient vraiment très très mauvaises. Et enfin, Bérégovoy arrive Premier ministre le 2 avril, et moi je suis viré le lendemain. Alors je suis viré le lendemain, j'explique dans quelles conditions. Parce que j'avais de mauvaises relations avec Bérégovoy. Il m'avait envoyé l'IGPN un an avant pour une histoire de sondage, parce qu'il y avait une élection partielle dans laquelle nous n'avions pas été d'accord avec le candidat qu'il avait choisi, on en avait choisi un autre. Comme le PS avait perdu l'élection, il fallait un bouc émissaire, un bouc commissaire, et c'était moi. Donc il m'avait envoyé l'IGPN pour faire un contrôle de mon service, qui s'est passé impeccable, et le contrôleur général, qui était un ancien directeur de SRPJ en Bretagne, me dit, vous savez, monsieur Marty-Vrillon, ça n'a rien contre vous, vous êtes impeccable, vous travaillez énormément, votre service marche bien, mais du côté de Bérégovoy, ça coince, il n'a plus envie que ça soit vous, il voudrait quelqu'un qui soit un peu à sa botte, qui soit malléable, et il a demandé votre départ. Eh bien, il m'a dit, mais ne vous inquiétez pas, vous avez des gens qui vous protègent, vous ne partirez pas du département. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé des choses complètement irrationnelles. Alors d'abord, je décide un jour d'avril 92, il vient d'être nommé Premier ministre, de partir. Je pars avec ma famille et dès que je suis arrivé, au bout de 2 jours, mes gars m'appellent en me disant « Il y a eu un cambriolage chez vous. On a forcé votre porte, on a cassé vos vitraux, des gens sont allés dans votre véhicule. » Donc je suis obligé de revenir à Nevers. Et là, quand j'arrive à la mairie, le chef de cabinet de Bérégovoy, Didier Boulot, me dit on n'y est pour rien, c'est pas nous. Et le préfet me dit écoutez, n'insistez pas, c'est une affaire très compliquée qui nous embête, demandez le poste que vous voulez et vous l'aurez. C'est comme ça que je suis allé au Gabon quelques mois plus tard. Je me rends compte à ce moment-là qu'il y a quand même un problème sérieux entre Bérégovoy et les proches de Mitterrand depuis sa déclaration de politique générale où il avait dit « je vais déclarer la guerre à la corruption ». Et on se rappelle avec cette enveloppe où il dit « voilà, j'ai les noms là ». Voilà, avec cette fameuse feuille en disant « j'ai ici des noms qui je pourrais sortir ». Il dit ça devant... Et il a été sifflé par tout le monde, PS compris. Mais compris, il a fait l'unanimité contre lui. Les députés de droite claquaient de leur pupitre en huant Bérégovoy. Du côté du Parti socialiste, on était complètement sidérés. Et comme je le rappelle, à cette époque, les affaires de corruption, elles étaient nombreuses en France. Il y avait Sagesse, Urbac-Raco, l'affaire Elf qui démarrait. Il y avait l'affaire Triangle, l'affaire Péchinet. Enfin bref, c'était une période de grande prospérité économique. Comme disait Mitterrand, l'argent coulait à flot, collait de partout. Et il ne coulait pas toujours dans les bonnes mains en faveur de l'intérêt général. Beaucoup de gens détournaient de l'argent. C'est le moment où on a ouvert des comptes offshore. C'est le moment aussi des frégates de Taïwan, parce que les frégates de Taïwan, c'est quand même 5 milliards de rétrocommissions. Et quelqu'un me rappelait récemment la phrase de Thierry Imbaud, qui était le fils du général Imbaud, qui avait été patron de la DGSE après le Rainbow Warrior. Et Thierry Imbaud avait dit il n'y a jamais autant eu de rétrocommission en France sur l'affaire des frégates. 5 milliards. Le malheureux Thierry Imbaud qui a été poussé de sa fenêtre et qui a été défenestré en 2001 ou 2002. Bien sûr. Et derrière, il y avait Balladur, peut-être même Sarkozy. Alors, tout le monde apparemment a croqué dans cette histoire des frégates de Taïwan, des milliards qui sont revenus, parce qu'au début, la première note du marché des frégates, c'est 11 milliards, et ça passe à 16 milliards. Et donc, ces 5 milliards reviennent en bakchiche à des hommes politiques de droite et de gauche. Alors, il est évident que Bérégovoy avait les documents. Sur 5 milliards, c'est pas rien. Mais je rappelle aussi un autre énorme scandale à l'époque, c'est le Crédit Lyonnais ou le débit lyonnais. C'est 140 milliards qui ont disparu à cette époque. Donc 15 à 20 sous Bérégovoy, il avait les documents, il avait tout ce qu'il fallait. Donc il pouvait effectivement faire chanter la classe politique dans son ensemble. Et quand on a vu cette bombe Bérégovoy qui arrive, émoi général dans les QG des partis, en se disant, mais ce gars-là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il se disait dans l'équipe de Mitterrand, dans la Nièvre ? Il se disait qu'il avait disjoncté et qu'il fallait absolument le mettre hors circuit. Le mettre hors circuit. Le mettre hors circuit. Alors, là, je raconte une anecdote que j'ai vécue parce que je me vois
viré donc par Bérégovoy. Le syndicat des commissaires me soutient. La droite qui est dans l'opposition me soutient. Et c'est là qu'un ami de Mitterrand me dit, mais j'ai quelqu'un à vous présenter, un journaliste du Canard voudrait vous voir. Alors je reçois un journaliste du Canard qui veut me voir discrètement, donc on va déjeuner dans la campagne. Et là il me dit, vous savez, on a une information de l'Élysée, on nous demande de déstabiliser Bérégovoy. Ah bon, vous les déstabilisez? Ben oui, oui. Ils sont en train de chercher quelque chose pour le faire trébucher, parce que un Premier ministre qui dit qu'il va chasser la corruption, il y a de quoi faire en France. Et l'Élysée s'est aperçu du danger que représentait Bérégovoy. Et c'est là que je me pose la question, comment est-il arrivé à Matignon en avril 92? Est-ce qu'il n'avait pas déjà fait une forme de chantage ou exercé des pressions en disant, vous savez, moi j'ai des choses sur tout ce qui s'est passé depuis 88. Si vous ne me nommez pas à Matignon, je pourrais faire des révélations, sortir des documents. Donc, parce que moi, je me souviens que quand Cresson est parti, il y a eu 2-3 jours de battement où on ne savait pas qui était nommé Premier ministre. Ça n'avait rien à voir avec les suspens actuels avec Macron. On n'était pas du tout dans la même configuration. On avait un président qui décidait de façon ferme. Le président, à l'époque, il était dans toute sa puissance. Personne ne voulait contester Mitterrand à l'époque. Vous savez que c'était quand même en gros le grand parrain de la politique française, hein, qui régnait sur la politique française depuis 1946. Avant son élection, il a quand même, outre sa marche politique avec le PS, il a été ministre de l'Intérieur sous la 4e. Il a été ministre de la Justice. Il en a fait guillotiner du monde. Hein. À l'époque, oui, en 4ème République. Il avait la main ferme. Ouais, il avait la main facile. C'était pas le gars qui était partisan du compromis. Hein. Ça, très clair. C'est drôle, hein, le mec, il a fait guillotiner, je crois, une 50aine de personnes. Et en 81, il compte la peine de mort. C'est pas bon, voilà, bon, bref. Les retournements de la politique. Voilà. Alors, je décris que donc, dans ma guerre avec Bérégovoy, je me rends compte, au bout d'un moment, que ce gars-là, il a jeté très loin le bouchon, qu'il a été seul, et que maintenant, il ne sait plus tellement comment gérer l'histoire. Alors, moi, on me dit, écoutez, patientez. Moi, j'ai dit, je voudrais finir l'année scolaire, parce que j'ai mes filles qui sont inscrites à l'école. On me dit, bon, vous allez finir tranquillement jusqu'en juillet, et ensuite, vous allez aller au Gabon, et puis on va vous trouver un poste d'attente. Donc, à l'époque, j'étais quand même très proche de Yves Bertrand, qui était le directeur. Le grand patron, Yves Bertrand des renseignements généraux, Yves Bertrand, qui était chiracien. Qui était complètement chiracien et qui était anti-sarkozyste. On en parlera. On parlera de Sarkozy après. Il y a des révélations sur Sarkozy aujourd'hui. Vous allez voir. Voilà. Donc, Bertrand, que j'avais vu, que je connaissais depuis ma sortie d'école, parce que, étant commissaire au Havre, c'est un gars quand même, Bertrand, qui aimait beaucoup sa direction, qui aimait le renseignement. Alors ne digressons pas, parce qu'il ne reste qu'une heure et ça passe très vite. Voilà. Donc Bérégovoy. Voilà. Alors c'est d'abord Bertrand qui m'appelle pour me dire que je suis viré, ensuite qui me dit vous restez en poste. Et là, à partir de ce moment-là, l'attitude de Bérégovoy a commencé à changer vis-à-vis de moi. La dernière réunion que je préside, cérémonie publique, c'est l'inauguration du pont Bérégovoy. Quand vous passez la Nationale 7, vous allez sur Clermont, vous avez pont Pierre Bérégovoy. Et j'ai un grand poster où je suis derrière avec Bérégovoy et puis Charles Trenet. D'ailleurs, dans ce livre, il y a des photos de vous avec Pasqua, avec Jox, avec Mitterrand, Chirac, etc. Voilà, donc c'est bien pour montrer mon implantation. Je ne suis pas un journaliste qui a écrit un roman, qui est entendu. Non. J'étais au cœur du système. Alors, de par mon poste au Havre et puis mes inclinations gaullistes, j'avais beaucoup d'informations du côté gaulliste et Pasqua. Et après mes 4 ans dans la Nièvre, là, je connaissais l'entourage de Mitterrand. Par cœur. Oui, je voyais les gens arriver. Et quand ils venaient dans la Nièvre, c'était pour de la détente. Donc, quand on est en détente, on n'est plus dans le macrocosme journalistique parisien. On se lâche. On dit des choses. Les gens du GSPR me parlaient. Je voyais Béatrice Mars, chef de cabinet. J'avais des informations. Le poste était un poste fabuleux. Et donc, Pierre Bérégovoy change d'attitude vis-à-vis de vous. Voilà. Alors, vis-à-vis de moi, il commence à comprendre que je suis, moi aussi, l'objet d'une forme de déstabilisation. Et à partir du moment où je suis resté en poste, après, il m'a plus embêté. Il a dit, bon, voilà. Et il commençait à comprendre qu'il avait l'état profond contre lui. C'est ça qu'il avait, l'état profond. Alors, il s'est senti à ce moment-là assez déstabilisé. Il a fait profil, je pense, de plus en plus bas.
Et comme je l'explique dans mon livre, c'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître des cambriolages. Alors, des cambriolages, attendez, mais qui sont inexplicables pour un suicide. Alors, le premier cambriolage que j'ai répertorié, c'est le mien. Le mien, il a lieu précisément autour du 17-18 avril 92. Mais j'ai fait une enquête sur Béret 8 ans plus tard, quand Yves Bertrand me l'a demandé, en me disant « Nous avons des éléments sur Bérégovoy, est-ce que vous pouvez reprendre l'enquête ?» Donc j'ai repris une enquête off en 2001, et comme j'explique dans mon livre, les RG n'ont aucun pouvoir de coercition, on n'était pas officier de police judiciaire, la PJ ou la sécurité publique, eux, ils sont au PJ, ils travaillent en préliminaire, en flagrant délit ou en commission rogatoire. La DST avait des pouvoirs judiciaires pour arrêter les gens soupçonnés d'espionnage. Les RG, nous n'avions aucun pouvoir judiciaire, sauf en matière de courses et jeux, parce qu'à l'époque, on avait encore les casinos, les champs de courses, les courses et jeux sous notre compétence. Donc, dans ce cadre-là, on avait des pouvoirs judiciaires, mais ordinairement, on n'en avait aucun. On ne dépendait pas du parquet. Si vous voulez, on n'avait pas de moyens coercitifs, mais la contrepartie, c'était que beaucoup de gens venaient nous raconter beaucoup de choses. Ça veut dire que les gens, ils tapaient la porte, ils entraient dans le service, ils disaient « je veux voir un tel ». Selon ce qu'ils racontaient, je les mettais en contact avec tel inspecteur ou tel autre. Et les affaires importantes et sensibles, je me les réservais. C'est comme ça que j'ai fait mon affaire de terrorisme dont je parle, en ayant un gars qui un jour vient me voir en disant je suis dans un groupe néo-nazi, ça me plaît pas trop, je m'y sens mal, ça me convient pas d'aller tuer des gens gratuitement. Donc il est venu nous voir, nous expliquer ça, et là on l'a immatriculé. Massony m'a reçu, je mets la carte de police de directeur DRG de Massony qui montre quand même que j'avais quelques contacts à l'époque. Et on arrête ces gars-là, ces deux farfelus d'extrême droite qui avaient tué des gens et qui voulaient encore faire un attentat. Et c'est à ce moment-là que Pasqua me remarque, me dit ben voilà, alors vous êtes bien jeune comme commissaire, expliquez-moi, ça nous aide parce qu'actuellement, vous savez, on est en train de négocier. Bien, Pasqua. Le métier très bien. Nous sommes en train de négocier la libération des otages. Alors Bérégovoy, voilà. Alors Bérégovoy meurt. Voilà, Bérégovoy, meurt. Alors, Bérégovoy, quand il meurt... Est-ce que c'est réellement un suicide? Ça, on veut savoir. Ça n'a rien à voir avec un suicide, c'est une exécution complète. Alors, comment je l'ai apprise? Alors d'abord, quand il décède le 1er mai, moi, je suis au Gabon. Et j'apprends la nouvelle comme tout le monde, un suicide... Vous étiez auprès de Omar Bongo. J'étais conseiller du directeur de la police gabonaise. Et donc, j'étais en contact avec la présidence du Gabon. Et moi, je me dis, mais comment ça, Bérégovoy se suicide? Moi, j'ai connu un homme qui se battait, qui s'était forgé un destin à la force du poignet. Et je ne le voyais pas du tout, une fois qu'il n'est plus Premier ministre, se tuer comme ça. Au contraire, moi, je l'imaginais plutôt monter un mouvement politique. D'ailleurs, ce qu'il avait voulu faire pour les législatives de mars 93, il avait voulu se présenter sous une autre étiquette que le PS. Il a été en train de créer un mouvement qui s'appelait l'Alliance des Français pour le Progrès. Et cette Alliance des Français pour le Progrès, il voulait mettre des écologistes, il voulait mettre des gens de centre-gauche, et même, je suspecte qu'il voulait prendre des gens de droite qui étaient comme lui partisans d'un certain nettoyage de la classe politique. Et je me suis aperçu de ça pour les municipales de 89, parce qu'il m'a appelé pour les municipales, à l'époque on avait encore des relations courtoises, il m'a dit, vous avez vu la liste que j'ai fait à Nevers? J'ai mis des communistes, des socialistes, des gens de gauche, et j'ai même mis des gaullistes, parce que je voudrais mettre des gaullistes avec moi dans l'équipe. Et c'est ce qu'il voulait faire au niveau national, il voulait faire un parti transcourant, dont l'objectif aurait été, selon sa déontologie, de chasser la corruption française. Bon. Alors, quand j'apprends le suicide, je n'y crois pas. Et le matin où j'arrive à mon bureau, je décris ça très bien, j'ai le directeur, le général d'armée qui est directeur de la police du Gabon, qui m'appelle en me disant « il faut que tu viennes, il faut que tu viennes ». J'arrive et il me dit « je vais te passer le patron ». Ben oui, président Bongo, que j'ai donc au bout du fil. Et qui le président Bongo, il faut dire les choses. C'était le grand parrain de la France-Afrique. C'est lui qui finançait la droite, la gauche, le centre. Il finançait tout le monde. Il a financé de l'extrême gauche à Le Pen, qui connaissait très bien Jean-Marie Le Pen, avec qui il a eu de très bonnes relations. Et comme il adorait la politique française, chaque fois qu'il venait
à l'hôtel Crillon, puis après à l'hôtel Meurice. Pour des raisons, il a changé d'hôtel, mais ça sera un autre jour, je vous dirai pourquoi. Et quand chaque fois il venait à l'hôtel, il avait sa mallette, il avait ses enveloppes, et il finançait tout le monde avec son accent inimitable. Et après, en échange, il connaissait tout ce qui se passait dans tous les partis. Donc il vous appelle, Omar Bongo. Donc il m'appelle le matin du 3 mai, et il me dit, commissaire, oui, vous avez vu Bérégovoy? Oui, c'est pas un suicide. Moi, je peux dire, c'est pas un suicide. C'est Mitterrand qui l'a fait tuer. C'est Mitterrand qui l'a fait tuer, c'est ce qu'il dit, lui. Il me dit, texto, c'est Mitterrand qui l'a fait tuer. Moi, écoutez, je suis sidéré, j'entends ces paroles-là. Il me dit, mais vous êtes bien sûr? Oui, je suis sûr, j'ai mes informations. Vous connaissez pas? Moi, je connais. Bon, alors, il m'assure que c'est Mitterrand qui a fait tuer Bérégovoy. Moi, je suis scotché. Je raccroche, le général me dit, mais tu sais, le président, il a des très bons contacts avec François de Grossouvre. François de Grossouvre, le qui s'est suicidé lui aussi. Qui s'est suicidé un peu plus tard. Suiciderait, je sais pas. Donc, il m'a dit, s'il a dit ça, si c'est avancé, c'est que tu peux être sûr que l'information est totalement vérifiée. Donc, moi, j'enregistre cette information. Je reviens en vacances à Nevers en août 93. Je vois le garde du corps. Et en discutant avec le garde du corps, je me rends compte qu'il me ment. Il me sort la version officielle. Et quand je reviens chez moi, je dis à ma femme, mais tu sais, l'histoire de Béret, c'est pas clair du tout. Pour moi, c'est un assassinat, c'est pas du tout un suicide. Je vais sur les lieux, je remarque qu'il y a beaucoup de végétation, que l'endroit, il a changé depuis. Hein. C'était touffu, c'était pas clair. Je dis, mais qu'est-ce que Bérégovoy serait allé faire tout seul, comme ça Alors, surtout que j'apprends, je fais le fil, j'apprends que dans la journée, Bérégovoy était parfaitement détendu, qu'il a salué tout le monde. Après, quand je vais faire mon enquête, je vais mesurer l'emploi du temps exact de ce 1er mai. Et je n'avais pas fini de développer les cambriolages, parce que l'histoire des cambriolages, à mon sens, elle est éminemment intéressante. Je reviens au cambriolage. Donc moi, je suis cambriolé en avril. La villa de vacances de Bérégovoy, qui était à Saint-Martin-au-Bunot, en Seine-Maritime, elle est cambriolée au mois d'août. Ensuite, j'apprends que son attachée de presse, qui s'appelait Sylvie Maligorne, elle est cambriolée le 4 janvier 93. Alors, c'est chaque fois, quand on répertorie le mode opératoire de ces cambriolages, on se rend compte que ce sont les mêmes personnes. Parce que leur façon de procéder, de casser les serrures, d'entrer dans les appartements, de fouiller pour faire croire qu'on cherche des bijoux et des valeurs, on voit bien que c'est un subterfuge. Et en fait, on cherche un des documents et deux, on cherche à faire peur à Bérégovoy. Donc, l'attaché de presse, et alors surtout, les deux grands cambriolages qui ne manquent pas d'interpeller, c'est à l'Assemblée nationale. Au mois de mars, début mars, Bérégovoy est Premier ministre, mais en pleine nuit, des inconnus vont à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon, et essayent d'ouvrir le coffre-fort où sont entreposées les déclarations de patrimoine des élus socialistes qui sont devenus ministres en 88. Donc, il y avait les documents sur Bérégovoy qui cherchaient. En tout cas, aller cambrioler à l'Assemblée nationale, c'est que vraiment, si vous faites ça, c'est que vraiment vous êtes très introduit par le pouvoir. Hein. Absolument. Voilà, ça, parce que vraiment, faut le faire. Quoi. Alors, il se trouve qu'au Gabon, j'ai rencontré Jacques Godefrin, qui était député RPR de l'Aveyron, qui était questeur de l'Assemblée nationale, et puis quelqu'un lui a dit, mais tu sais, on a le commissaire là qui était avec Bérégovoy. Donc, je vois Godefrin en aparté, il me dit, mais vous savez, ce cambriolage-là, il était complètement ciblé. On a compris on cherchait des documents autour de Bérégovoy. À ce moment-là, Godefrin me dit ça. Et alors, le dernier cambriolage que j'ai répertorié, il a lieu dans la nuit du 16 au 17 avril 93. Cette nuit-là, on va cambrioler le notaire de Pierre Bérégovoy à Nevers. Et quand j'apprends ce cambriolage, je vais au commissariat, je demande le dossier, et quand je compare les fractions chez le notaire et la mienne, c'est similaire. On voit que c'est bien que ce sont les mêmes personnes. Je vais voir le notaire, qui est décédé depuis, qui n'avait voulu parler à personne, mais le notaire a accepté de me recevoir 8 ans après. Il m'a dit, vous savez, après ce cambriolage, Béret a foncé chez moi. Il m'a dit, il était tellement excité, apeuré, qu'il a même failli escalader les grilles de ma maison, tellement il voulait me voir. Et il m'a dit, ce cambriolage, c'est à cause de moi. Ça fait maintenant 1 an que j'ai des cambriolages partout dans mon entourage.
on veut récupérer des documents, on veut aussi me faire peur. Je suis comme un homme traqué. C'est pas un homme suicidaire, c'est un homme traqué. C'est pas la même chose. Et me dit, il dit au notaire, à Maître Thomas, ça fait maintenant 1 an, parce que nous sommes en avril 93, ça fait 1 an que je suis l'objet de menaces, de pression, de ce forme de chantage. Et je n'invente rien. Je vous invite à vous reporter à une conférence de presse qu'a donnée Pierre Bérégovoy le 9 ou le 10 mars 1993. Il est Premier ministre et il donne une conférence de presse dans laquelle il dénonce la machination, les pressions, les fric-frac qui sont organisés autour de lui, et il est l'objet d'une machination. Personne ne relève ça. Personne. Alors que nous sommes le 10 mars, à 15 jours des élections législatives, il est Premier ministre pour peu de temps et il dénonce publiquement qu'il est victime d'une machination. Aucun journaliste n'a repris cette affaire. Aucun. Et tout le monde a embrayé sur le suicide, le suicide, le suicide. Et puis il y a ce fameux 2 balles. Oui. Alors, quand je reprends mon enquête en 2001, beaucoup de gens ont été contents que cette enquête ait lieu, parce qu'elle n'avait pas eu lieu. Il n'y a jamais eu d'enquête digne de ce nom pour la mort de Bérégovoy. Je rappelle dans mon livre Voilà, je le rappelle, face à l'État profond, Hubert Marty face à l'État profond, 10 ans au RG de Mitterrand à Sarkozy. Vous le retrouverez sur Amazon et les bonnes librairies. Voilà. Et alors donc, j'ai eu des informations aussi confidentielles de la part de gens de l'IML, l'Institut médico-légal de Paris, qui m'ont dit que cette autopsie s'était déroulée dans des conditions absolument ahurissantes. Mais ahurissantes. C'est-à-dire que la nuit du 1er mai au 2 mai, le corps disparaît. On ne sait plus où il est. Le corps part. Et il revient ensuite au Val-de-Grâce. Et ensuite, il y a une autopsie qui semble, pour moi, qui a été arrangée, parce que le procureur de l'époque que je connaissais bien, ainsi que le juge et le commandant de la section de recherche de Bourges, parce qu'il était chargé de l'enquête, parce que Bérégovoy, l'affaire s'est produite en zone gendarmerie. C'est sur la commune de Sermoise, c'est pas sur la commune de Nevers. Si elle avait été Nevers, ça aurait été la police judiciaire. Mais là, en zone gendarmerie, et la brigade de recherche de Bourges, la section de recherche de Bourges, elle est à 80 km, elle n'est pas tout près. Et comme j'explique, le soir du 1er mai, nous avons des gendarmes qui apparaissent dans l'hôpital et qui récupèrent les vêtements de Bérégovoy, qui récupèrent le fameux carnet. Vous savez que ce fameux carnet, il y a une polémique sur le carnet de Bérégovoy, dont on voit bien que Bérégovoy le met dans sa veste alors qu'il est encore au canoë-kayak, parce que la dernière manifestation publique où on le voit, c'est qu'il remet des coupes au canoë-kayak de 17h20 à 17h50. Donc pendant une demi-heure, il est là, il remercie les gens, il salue tout le monde. On a un film où on le voit mettre son calepin là, et il part tranquillement. Alors, il n'y a aucune angoisse chez lui. Alors, dans l'enquête, des gens se rendent compte d'une chose, c'est qu'on va nous dire que la voiture est allée à gauche, alors que ce n'est pas vrai, elle est allée à droite. Déjà, on a menti sur la destination de la voiture. Il avait laissé le garde du corps au canoë-kayak, et il voulait aussi que le chauffeur le laisse seul. Alors, comme j'explique dans mon livre, à mon sens, il avait un rendez-vous confidentiel. Alors, ce n'était pas une histoire sentimentale, comme on a essayé de nous faire croire. Pour moi, il était là pour remettre des documents, parce que dans l'après-midi, à un moment, Bérégovoy va au Palais Ducal, il récupère des documents. Et c'est là où je vois une analogie avec l'affaire Boulin. C'est-à-dire qu'on fixe un rendez-vous isolé en campagne à quelqu'un qui a des documents très sensibles, très importants, qui mouillent des politiques, et cette personne est chargée de les remettre, comme Boulin en 79 et comme Bérégovoy en 93. Donc il a un rendez-vous avec une dame. Cette dame, on a des témoins qui ont vu cette dame, on a des témoins qui ont vu le commando, mais personne n'a voulu enquêter là-dessus. Or, pourtant, on a vraiment des gens qui, 10 ans, 15 ans plus tard, nous ont donné des témoignages et qui contredisent totalement la version officielle. Donc, nous avons des témoins en la personne de 3 jeunes qui faisaient de la guitare, qui jouaient sur un petit monticule qui était pas loin du lieu du suicide, entre guillemets. Et quand ils entendent les coups de feu, ils descendent
Et il se trouve face à deux gars, style des services, avec une dame qui a un petit chien à côté d'elle. Et la dame dit, j'ai tout vu, j'ai tout vu. Et les malabars disent, mais partez, partez, vous n'avez rien à faire là. Ils sont venus, donc, après 2 coups de feu. Et moi, ce que j'ai identifié pendant mon enquête, c'est que j'ai trouvé des témoins qui ont entendu des coups de feu violents une demi-heure avant. C'est-à-dire que j'ai trouvé des témoins, un qui habite à côté et un qui pêchait au bord du canal, qui ont entendu à 17h50 des violents coups de feu. Ces coups de feu sont ceux qui ont été tirés par le 357 Magnum. Donc, le garde du corps, il avait remis son arme à l'équipe qui était chargée de préparer la mise en scène, c'est-à-dire qu'on tire 2 coups de feu avec le Manurin 357, on le repose à côté de Bérégovoy et on raconte qu'il s'est suicidé avec cette arme 357. Or, je récupère pendant mon enquête la planche photo qui a été prise par Guy Ruiz, le photographe du journal du Centre, qui était avec le capitaine des sapeurs-pompiers, qui démontre bien que la tête de Bérégovoy, elle était intacte. Or, avec une balle de 357, votre tête, elle est fracassée. Vous avez la moitié du crâne qui part à 3-4 mètres. Alors que là, on a bien vu qu'il avait 2 orifices, un au sommet du crâne et un à droite, et avec un petit calibre. Cette constatation, elle m'a été formellement donnée par les médecins qui ont vu Bérégovoy le soir à l'hôpital de Nevers, par des pompiers qui ont voulu me témoigner anonymement, par des infirmières, par tous ceux qui ont vu Bérégovoy ce soir-là. Et je dirais le témoignage ultime, c'est celui de Gilberte Bérégovoy, que j'ai pu voir, que j'ai rencontré, qui m'a dit, mais monsieur le commissaire... La femme de Bérégovoy. La femme de Bérégovoy, qui m'a dit, mais vous savez très bien que Pierre Bérégovoy ne s'est pas suicidé. Vous savez très bien que tout ça, c'est un montage, c'est une machination. On va passer au Bobino. Ouais. Et on va faire après la deuxième partie. Mais n'oubliez pas, voilà, achetez ce livre parce qu'on va pas tout raconter. Si vous voulez avoir la suite de l'affaire Bérégovoy, c'est Face à l'état profond, Hubert Marty, 10 ans au RG, de Mitterrand à Sarkozy. Allez, le Bobino. Il faut nous aider parce que ça nous permet d'avoir des émissions libres, comme ce matin avec le commissaire d'RG Hubert Marty qui prend son livre Face à l'état profond, 10 ans au RG, de Mitterrand à Sarkozy. Vous pensez bien que lorsque l'on a des annonceurs, ce type d'invités ne viennent pas dans les grands médias. C'est parce que vous nous soutenez que nous sommes libres de faire venir des témoins comme celui-ci. Voilà. Donc, on va passer à une autre affaire. On apprend, quand même, que le grand bandit, le grand criminel Jacques Messrine, en réalité, il était ça de bandit, mais pas que. Non. Il était aussi financier de la droite, on va dire. Exactement. Alors, pendant mes enquêtes, j'ai eu l'occasion de rencontrer, évidemment, des gens qui sont impliqués dans ces affaires. Et notamment, j'ai rencontré Guy Simonet, qui était le policier, l'inspecteur, qui avait organisé l'assassinat du prince de Breuil. Alors, sur de Breuil, Jean de Breuil, qui est tué rue des Dardanelles, dans le 17e arrondissement de Paris. Un homme politique important. Alors, voilà, le 24 décembre 1976, de Breuil sort du domicile de Pierre de Varga, qui était le propriétaire d'un restaurant qui s'appelait la Reine Pédoc, et il est abattu de 2-3 coups de feu par un tireur qui s'appelle Gérard Fraîche et qui avait été recruté par Guy Simonet. Alors, Guy Simonet, j'ai eu l'occasion... Donc, c'est un policier qui recrute un... C'est un policier qui recrute un tueur. Qui recrute un tueur, voilà. Qui recrute un tueur. Voilà. Et pour faire tuer De Breuil, qui était un ami proche de Giscard d'Estaing, qui était il avait été ministre pendant plusieurs années, dans les années 60, il s'occupait des affaires algériennes, et c'était le secrétaire, le trésorier du Parti des Républicains Indépendants, qui était le mouvement de Giscard. Donc, si vous voulez, sur l'affaire de Breuil, il n'y a pas le moindre doute, on sait bien que c'est un assassinat, et en discutant avec Simonet, qui était plus ou moins proche du SAC, c'était fort probable qu'il soit proche du SAC, Simonet me dit, en 2012, parce que j'étais candidat anticorruption sur Paris en 2012, et comme je connaissais Simonet, j'avais fait une soirée
sur quelques affaires de corruption politique en France. Simonet m'avait dit que pendant qu'il était à la santé, donc il est arrêté avec le tueur, il arrive à la santé donc fin 76, et pendant l'année 77-78, il a l'occasion de se promener dans la cour de la santé avec Jacques Messrine, qui lui dit, mais vous savez, moi je vais vous parler, vous êtes un flic, vous connaissez l'affaire, je ne suis pas qu'un truand. Il lui a laissé entendre qu'il avait travaillé pour les services secrets français, Messrine. Et il y a tout un côté occulté et caché de la vie de Messrine qui est à exhumer. Moi je pense qu'il a été un des agents du SDEC de l'époque, et il lui dit qu'il finançait, avec ses fric-frac, je ne fais pas que mener la belle vie avec les femmes, avec le champagne, avec les belles voitures, je donne de l'argent au SAC et au mouvement giscardien. Donc Messrine lui dit qu'il finance des partis politiques, ce qui fait qu'il a pu s'évader de façon mystérieuse, rocambolesque de la santé en 78. C'est tout juste si les gardiens ne lui ont pas ouvert la porte en disant c'est à droite et ensuite à gauche, etc. Il s'évade de façon rocambolesque. Et ensuite, il va y avoir une traque organisée contre Messrine. Il va y avoir un groupe particulier qui est créé par la police judiciaire, le groupe Messrine, qui est chargé de le localiser, de l'identifier et de le neutraliser. Et c'est là que Messrine est tué porte de Clignancourt le 2 novembre 79, comme par hasard, quelques jours, 3-4 jours... Après la mort de Boulin. Après la mort de Robert Boulin. Et alors... Ministre. Le ministre du Travail de Giscard d'Estaing, ministre de Giscard, qui a été enterré alors que Giscard n'est pas venu. Imaginez, il a un de ses ministres qui s'est officiellement suicidé. Ni le président ni Raymond Bombard ne vont aux obsèques. C'est quand même très choquant. Je dirais que c'est quand même très curieux et très choquant. Et Simonet m'explique que Messrine a peut-être été associé à l'assassinat de Boulin, mais qu'en tout cas, Messrine connaissait les gros bras du SAC. Il était en relation avec. Et quand on a le témoignage récent vous savez, j'en parle dans mon livre, le témoignage de Héliot Darmon, qui a reçu, sur lequel on a tiré quelques balles, on lui a tiré des balles de calibre 12 il y a un mois et demi chez lui en Bretagne. Moi, j'imagine que cette boîte échangiste du Roi René, où se trouvaient les gens du SAC, Pierre de Bizet, des policiers, des journalistes, des grands truands, il est inévitable pour moi que Messrine a aussi été dans cet endroit et que c'était un lieu de rendez-vous interlope entre la grande criminalité, les policiers et les juges. Et là-dedans aussi, il y a le fameux procureur Chaleret, le procureur Louis Chaleret, qui va mourir dans des conditions un peu particulières. J'en parle ensuite dans mon livre. Donc Messrine, à mon sens, était en contact avec des gens du SAC. Il finançait le SAC. Et Boulin avait deux types de dossiers encombrants pour lui, dis-je dangereux pour lui. Il avait d'une part ce que le prince de Broglie lui avait donné. Alors, il aurait donné des éléments de son dossier et à Boulin et à Joseph Fontanet, qu'on a tué d'une balle de 11,43 dans le dos. Hein. On sait ce que c'était ce dossier ? C'était apparemment, je donne des pistes dans mon livre, et j'en parle je retraduis les témoignages que m'a donné, les éléments que m'avait donné Simonet. Il m'expliquait que Giscard d'Estaing avait été financé par l'Opus Dei, par des banques franquistes. Et comme j'explique dans mon livre, je ne crois pas beaucoup au caractère fortuit de la maladie de Pompidou. C'est encore un sujet sur lequel personne n'a creusé, mais il avait la maladie de Waldenström qui touche en moyenne 20 personnes par an en France. 20 personnes. Et quand tu imagines que sur ces 20 personnes, il y a le président de la République, quand même, la probabilité, hein, elle est aussi forte que la chauve-souris enragée qui arrive dans le salon avec l'humoriste Bigard. Bigard, voilà. Donc, la probabilité que Pompidou ait par hasard la maladie de Waldenström, je suis dubitatif. Donc l'OPU, et qui aurait fait ça, la CIA ? Ah oui, alors d'autant que la CIA a reconnu qu'elle recueillait les urines de Pompidou pour savoir où en était sa maladie. Donc, est-ce que c'était pour le suivre ou est-ce que c'était pour en finir avec Pompidou ? Moi, je pense que la CIA a voulu éliminer Pompidou, qui dérangeait fortement les Américains. Parce qu'à l'époque, il avait maintenu la politique de Gaulle de bonne entente avec l'Union soviétique. Il était reçu chaleureusement par Brejnev. Souvenez-vous des rencontres de Reykjavik où les Américains étaient en froid avec l'URSS. Et c'est Pompidou qui
chargé de maintenir les relations, bonnes relations avec l'Union soviétique. Les pourparlers du Vietnam, ils se passent avenue Kléber. Les rencontres Kissinger-Le Ductau dans les années 73-74, c'est en France que ça se passe. Donc la France avait un rôle diplomatique. C'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, plus du tout le cas. Mais on avait un rôle très important. C'était une grande époque. Mais c'était une grande époque où on se disait il faut arrêter la confrontation États-Unis-Union soviétique. Sûr. Elle est négative pour tout le monde entier. Et donc l'Opus Dei finançait Giscard. Alors à l'époque, je dirais, la CIA qui est une grande observatrice de la politique française depuis la guerre, ils ont 2 candidats atlantistes. Ils ont Mitterrand et ils ont Giscard d'Estaing. Donc, qu'il faut choisir à l'époque. Mitterrand, il est encore allié avec les communistes. C'est pas possible. On ne peut pas l'avoir au pouvoir. Donc, il faut aider Giscard. Et la campagne de Giscard d'Estaing, et c'est ce que me raconte Simonet, elle a été financée par des banques espagnoles, par l'Opus Dei, par la Banco Popular, par une banque de Santander. Et il y a des tas de documents qui existent qui prouvent que Giscard, il a été financé par la CIA et des banques franquistes. Donc celui qui a ces documents-là, c'est Jean de Breuil, c'est le prince de Breuil, puisque c'est le financier des Républicains indépendants. Donc il a une bombe dans les mains. Et il est très mécontent parce que Giscard ne l'a pas nommé ministre en 1974. Quand il est élu, on a l'impression que de Breuil est marginalisé. Donc il fait la gueule, il se tient à l'écart, il a ses documents, et arrive en 1976 la démission de Chirac, le 25 août, la création du RPR, le 5 août, et quand le RPR est créé, De Breuil se dit, moi je vais quitter les Républicains indépendants, et je vais aller chez Chirac avec mes documents, et je vais tout leur passer. 5 août, création du RPR, 5 décembre, 24 décembre, assassinat de Breuil. Donc il est clair qu'on a tué le financier de la campagne de Giscard pour pas qu'il donne les documents au rival Chirac. Mais concernant Robert Boulin, moi j'ai toujours cru que c'était la main de Chirac, et en fait non, c'est Giscard derrière. Alors, sur Boulin, moi, j'explique dans mon livre qu'à mon sens, il a été victime d'une confluence d'opposition. D'une part, Giscard d'Estaing qui savait qu'il avait les documents sur le financement de sa campagne, et j'explique par le fil de l'assassinat de Breuil, l'assassinat de Fontanet, et la mort aussi de l'homme qui a fait le lien entre tout ça, c'est le fameux conseiller Afrique qui était le bras droit de Focard, qui était... excusez-moi, je manipule tellement de noms que j'ai oublié le nom. Alors, j'ai plus le nom non plus. Non, mais je vous le trouver. C'était le conseiller de Giscard en matière d'Afrique. C'était René... attendez, c'est très important, la mort. René Journiac, voilà. René Journiac, qui meurt d'un accident d'avion le 6 février 80. 4 jours simplement après la mort de Fontanet. Donc, on voit bien qu'on élimine les témoins gênants. Et Journiac, c'était un bras droit de Focard qui connaissait très bien l'Afrique et qui était le lien entre Giscard et le SAC. D'ailleurs, Journiac avait une maison située à peine 5-6 km de l'endroit où on a retrouvé le corps de Boulin, les étangs rompus des lacs de Hollande dans la forêt de Rambouillet. Journiac habitait à quelques kilomètres. Donc on comprend bien ce qui s'est passé. Il faut éliminer Boulin. Il a autour de lui Giscard, Journiac qui connaît tous les réseaux. On va utiliser Journiac pour mettre en place l'opération. Et après, il faut éliminer les témoins. Donc, on a éliminé Journiac avec l'accident d'avion. On a éliminé Fontanet peu après. Et moi, j'explique aussi que j'ai des révélations avec Roger Delpé, que j'ai très bien connu avant sa mort, qui m'a expliqué comment se passait cette histoire. Parce que même s'il était proche du SAC, Delpé, il détestait Giscard d'Estaing. Donc, il m'expliquait toutes les magouilles que pouvait faire Giscard pour justement effacer les témoins gênants sur le financement de sa campagne par les Américains. Parce qu'il n'est pas venu comme ça brutalement, Giscard d'Estaing. Il y a derrière une préparation. Vous vous souvenez qu'on parlait d'une campagne à l'américaine. Oui, il y a un grand reportage dessus. Voilà, à la Kennedy, avec les familles, etc. Mais tout ça coûte de l'argent. Et il fallait le financer. Et quand on voit ensuite le changement notable de la politique française en 1974, on s'est beaucoup rapproché des États-Unis. La structure G7, G8, elle a été créée justement par Giscard d'Estaing avec le président Ford, avec Gerald Ford. Première réunion à Rambouillet. On trouve des analogies quand même étonnantes. La première réunion du sommet du G7, la création se passe à Rambouillet. Donc il y a un grand rapprochement
franco-américain à cette époque, et le camp gaulliste, le camp régalien, qui s'écarte un petit peu de Giscard à ce moment-là. C'est l'appel de Cochin de Chirac en 79. Et alors, le problème de Boulin, c'est qu'il avait à la fois les dossiers qui dérangeaient Giscard, mais il avait aussi les éléments sur le financement du SAC. Parce qu'il avait été ministre du budget, Boulin. Il avait récupéré... Donc il avait les gaullistes aussi contre lui. Il avait aussi... je dirais pas les gaullistes, attention. Mais quelques... Enfin, au moins Voilà. Pasqua. Au moins Pasqua. Voilà, au moins parce qu'il avait les gaullistes aventuriers, les gaullistes mafieux, interlopes, ceux qui frayaient avec la grande criminalité. Et donc, ce serait peut-être Jacques Messrine qui aura assassiné Boulin ? Non. Pour Boulin, c'est pas Jacques Messrine. J'ai repris le nom des 2 tueurs de Boulin. Ils sont dans le livre. Ils sont dans les livres. Les 2 tueurs de Boulin sont dans les livres. Moi, je pense que Messrine a peut-être été utilisé comme logistique, comme appui, comme conseiller pour avoir des informations pour le recrutement des gens. Parce que retrouver Messrine 4 jours après Boulin, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de coïncidence. C'est l'affaire qui permet, d'éliminer un témoin gênant avec Messrine. Il savait trop de choses sur la collusion entre la grande criminalité et le SAC. Et deuxièmement, de faire une diversion. Parce qu'une fois qu'on a tué Messrine porte de Clignancourt, toute la presse s'empare de cette histoire. Et arrête de parler de Boulin. Et Boulin passe au second plan. Donc, c'est la fameuse histoire, créer une affaire dans l'affaire et une affaire dans l'affaire de l'affaire. De Pasqua. De la voix à sa méthode Pasqua pour qu'on ne parle plus de Boulin. Alors, Pasteur Doucet, on en a beaucoup parlé, Pasteur Doucet, dans l'affaire Brigitte. J'en parle pas dans mon livre. Non, mais non, c'est pas ça, mais alors, je veux dire, les RG sont mêlés, je crois. Oui, alors, vous voyez, dans les années 80-90 aussi, les RG s'occupaient des sectes et s'occupaient de tout ce qui était mouvements marginaux. Et dans ces mouvements marginaux, il y avait tout ce qui apparaissait sur la transsexualité, les changements de genre. Je ne parle pas des homos, mais je parle des gens qui étaient vraiment... Les transgenres, quoi. Transgenres, et les gens qui étaient aussi dans les réseaux pédophiles. Alors ça, c'était un des dadas de Bertrand, parce que Bertrand, il adorait tout ce qui était un peu croustillant, tout ce qui était affaire de mœurs, etc. Donc, dans cette époque-là, le pasteur Doucet, qui ouvre son centre du Christ libérateur à Paris, il reçoit un peu toute la faune interlope bizarre de Pigalle. Évidemment, ça attire les RG. Donc, il est suivi par les RG de la préfecture de police, pas les renseignements généraux de la direction, la préfecture de police, qui était une direction remarquable. Hein. Franchement, ils avaient énormément d'éléments d'information. Hein. Et ils suivent le pasteur Doucet pour savoir qui il rencontre, qui il voit, etc. Alors, moi, je n'ai pas accès au dossier de Doucet, mais paraît-il que certains auraient rencontré un personnage qui nous semble ressembler un peu à la Première Dame. Voilà. Paraît-il, hein, moi, des conditionnels, bien entendu. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé fascinant, c'est sur le préfet Erignac. Parce que vous connaissez l'assassin du préfet Erignac. Oui, mais cher Mike, ça sera l'objet de mon dossier. Ça sera le tome 2. Ça sera dans le tome 2, parce que je ne peux pas lancer trop d'informations, trop de révélations dans un seul livre. Il faut qu'on distille. Et puis en plus, chaque fois qu'on explique, qu'on doit démonter la version officielle de certaines affaires, il faut sourcer, il faut expliquer, il faut établir calmement les choses. L'affaire Erignac est une énorme affaire, qui n'est pas du tout celle qu'on a présentée, hélas, dans les différents procès. Vous avez compris, à travers ce premier livre, que l'état profond tire des ficelles. C'est-à-dire que nous avons des gens qui, derrière, décident de meurtre, décident de détournement d'argent, ils couvrent des assassinats, et ensuite, il faut que tout ça ait une sauce médiatique. Donc ça ne peut marcher que lorsqu'on a des journalistes à sa botte qui vont dire « c'est un suicide, ne cherchez pas ». Et quand mon ami Francis Gillery, à qui j'ai fait un reportage, une enquête sur l'affaire Bérégovoy, vous avez Michel Charasse, un grand parrain de la politique française, qui dit « mais pourquoi vous voulez faire une enquête ? C'est un suicide, il n'y a rien à creuser. » Si on va comme ça, alors on peut tuer n'importe qui, et bien sous prétexte de suicide, on élimine tout le monde. Et là, on a une actualité qui est assez forte, c'est la condamnation de Nicolas Sarkozy. Visiblement... les grands médias s'insurgent de cette condamnation, surtout chez les amis de CNews. Vous pensez qu'il mérite ces 5 ans ?
Au vu de l'œuvre de Nicolas Sarkozy? Il en mérite sans doute plus. Il en mérite sans doute davantage, peut-être 10 ou 15 ans. Parce que franchement, mais attendez, ouvrez les yeux. Ce n'est plus un primo-délinquant. Il a quand même été condamné dans l'affaire Big Malion, de façon définitive. Dans l'autre affaire des écoutes avec Monsieur Bismuth, là. avec Paul Bismuth, avec son avocat Thierry Herzog et le juge Gilbert Azibert, quand même. Bon, on a vu à qui on a affaire, quand même. Et les gens ne se souviennent pas de cette époque que moi j'ai vécue j'étais encore commissaire. J'étais en sécurité publique, comme je le raconte, mais ayant été au RG, j'avais énormément d'informations. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, dans les années 2002, 2005, 2006, toute l'équipe de Sarkozy travaillait sans vergogne à l'élection de Chirac. Et il fallait absolument trouver de l'argent. Donc pour Sarko, trouver des fonds, c'était vital pour sa campagne. À un moment, Pour 2007, quoi, la campagne de 2007. Oui, la campagne de 2007, bien sûr. Mais en 2004-2005, il est ministre de l'Intérieur et il veut s'occuper d'un dossier, le dossier Mixa, qui était le dossier la sécurisation des frontières de l'Arabie Saoudite. C'est un dossier à plusieurs milliards qui était porté par Thomson. Et l'Élysée l'a écarté de ce dossier parce qu'il ne voulait pas que Sarkozy s'en occupe. Donc, il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui avait énormément d'argent et qui avait besoin de reconnaissance internationale. C'était Kadhafi. Alors, je suis désolé, l'association de Mafester, mais elle est bien là, elle est bien avérée. Sur les fonds, l'enquête judiciaire a retracé 6,5 millions d'euros qui ont été vraiment tracés. Nous avons des virements, nous avons des retraits en cash et nous avons une action qui est demandée en retour, c'est-à-dire une espèce de grâce, une espèce on efface la peine de Abdallah Senoussi, qui a quand même été condamné pour son implication dans le crash du vol 170 de l'UTA. Il y a quand même eu 170 morts, dont 54 morts français. Donc, ces familles françaises victimes du crash de l'UTA, elles savent que Senoussi, c'est lui le donneur d'ordre au nom de Kadhafi. Et nous voyons Guéant, directeur de cabinet de Sarkozy, ancien directeur général de la police nationale, aller discuter avec ce monsieur qui a un mandat d'arrêt international. Nous voyons Hortefeux prendre rendez-vous avec Abdallah Senoussi. Il nous dit, ils n'ont même pas reçu... je ne sais pas avec qui j'avais rendez-vous, mais attendez, il se moque du monde. Il se moque du monde. Aucun ministre ne voit quelqu'un sans que le cabinet lui donne des fiches. Et les RG servaient notamment à ça avec la DST. Vous ne pouvez pas envoyer un haut responsable du ministère de l'Intérieur rencontrer quelqu'un à l'étranger sans qu'ils aient une notice sur qui ils vont voir. Bien sûr. Et il nous explique que naïvement, ben non, on ne savait pas que... Enfin, il se moque de nous. Alors, je vais poser parce qu'il y a énormément de questions, mais avant ça, je voulais juste parler un peu du financement aussi sénégalais. Voilà. De M. Sarkozy. Voilà. Donc personne n'a parlé. Hein. Personne n'a parlé. Mais qui est dans le livre. Dans le livre, Face à l'état profond, 10 ans ORG de Mitterrand à Sarkozy, Hubert Marty, tome 1. Tome 1. Alors, j'explique que donc en 2000, le président Wade est élu président du Sénégal après avoir été pendant 20 ans un opposant à Abdou Diouf. Et il découvre un peu les mœurs politiques, financières de l'Afrique. Et nous devions aller travailler avec lui, avec un directeur de la police. Et finalement, on s'est rendu compte que l'équipe de Wade était franchement d'une honnêteté très douteuse. Très douteuse. Donc, je me suis rendu compte rapidement que Karim Wade, à l'époque, avait détourné simplement 18 millions de dollars des caisses du Sénégal. J'avais fait un dossier en plusieurs points en expliquant comment ça s'était passé. Et quand moi, les bœufs carottes viennent m'arrêter à mon commissariat, la première chose qu'ils me demandent, c'est « Et la note sur Wade ?» On voudrait la note sur Wade. Ah bon, ben, j'ai dit « Comment vous êtes au courant ?» On sait qu'il y a une enquête que vous avez faite sur Wade. Et les gens du GPN étaient drivés par Guéant. Ils ne sont pas venus par hasard chez moi. Ça voulait dire que Guéant... Parce que voilà, vous êtes chiracien, et Guéant, c'est Sarkozy, quoi. En gros, voilà, c'est ça. Et en fait, Guéant, celui qui l'a fait, c'est Pasqua. C'était l'ombre de portée de Pasqua et qu'après Sarkozy a récupéré. Parce que Pasqua lui a dit, mais Guéant connaît beaucoup de choses. Guéant, il avait connu Pasqua quand il était secrétaire général des Hauts-de-Seine. 5 ans, il est secrétaire général des Hauts-de-Seine. Comme Gaudin, l'actuel directeur de cabinet de Sarkozy, qui a été grand patron de la police, c'est les deux personnages qui ont organisé mon exclusion de la police. C'est eux qui ont monté un piège avec la DST que je décris bien dans le démarrage de mon livre. Donc, ces gens-là étaient sans vergogne, sans moralité aucune. Ils prenaient de l'argent, souvenez-vous, l'affaire des primes en liquide de cabinet Sarkozy,
enfin, pas Sarkozy directement, mais Guéant et Gaudin, tous les jours, tous les mois, détournaient à peu près 40, 30, 40, 50 000 euros des frais destinés aux policiers et à leurs informateurs. Et quand on se replonge, je vous invite, si vous voulez, par curiosité, je l'ai le jugement du 13 novembre 2015 qui condamne Guéant pour détournement de fonds. Vous allez voir tous les témoignages des directeurs de la police qui se sont tous désolidarisés de Guéant et de Gaudin en disant que c'était deux crapules. C'était des gens sans aucune honnêteté qui détournaient de l'argent destiné aux policiers de base. C'est quand même grave. Bien sûr, c'est très grave. Et peu après, on les voit donc aller foncer chez Kadhafi pour discuter avec Senoussi en disant on peut peut-être vous arranger le coup du mandat d'arrêt international, mais en échange de ça, il faudrait aider Dites-moi, Sarkozy à sa compagne. cher commissaire, Nicolas Sarkozy, qui n'a fait que de la politique, hein. Il a été avocat sur jamais, je crois, il n'a jamais plaidé. Hein. Quasiment pas du tout. En politique, on gagne bien sa vie, mais on ne devient pas multimillionnaire. D'après vous, la fortune de Nicolas Sarkozy, elle s'élève à combien aujourd'hui? Écoutez, moi je vais vous donner un chiffre. Je n'ai pas fait d'enquête, mais c'est des sources assez sérieuses qui ont enquêté sur son patrimoine. On l'estime entre 500 et 800 millions d'euros. 500 et 800 millions d'euros. Entre 500 et 800 millions d'euros. Alors, comment aurait-il cet argent? D'abord, c'est le roi du cash, Sarkozy. Il est comme Guéant. Il veut du cash. Il faut que ça, les mallettes, etc. Quand vous regardez l'enquête sur Kadhafi, attendez, elle est édifiante, l'enquête. Les journalistes poussent des cris d'orfraie, sont des vierges efforchés. Mais lisez le jugement, lisez les auditions, lisez les résultats des écoutes. Il n'y a aucune contestation possible. Et alors Sarkozy, comment il fait? Il organise son évasion fiscale à travers sa femme Carla. Ah bon? Bah oui. Carla elle n'est pas là que pour jouer de la guitare. Elle joue bien de la guitare quand même. Mais je pense qu'elle a Elle joue aussi un peu de la flûte, je crois. Je pense qu'elle a un autre rôle auprès de lui, qui est d'exporter petit à petit son capital en Italie. Je pense qu'elle lui sert à cacher son argent dans certaines banques italiennes. Vous savez qu'en Italie, si vous arrivez avec du cash, que vous le déclarez, on va vous imposer de 5% pour votre honnêteté. Ah. Si vous ne le dites pas, on va vous taxer. C'est pas la France. Hein, on va vous taxer de 90. Mais en Italie, si vous jouez franc jeu, vous amenez du cash et puis vous payez une petite somme pour l'État italien et puis après c'est fini. Mais autre chose sur Sarkozy, les Panama Papers. Replongez-vous dans les fonds Monseca. Monseca, la fameuse entreprise du Panama qui recyclait l'argent. Replongez-vous dans les Panama Papers. D'ailleurs, Thierry Gobert, le grand ami de Sarkozy, qui ne disait ne plus voir depuis 20 ans, est abondamment cité dans les fonds Monseca et dans la Panama Papers. Tous ces gens ont des comptes cachés aux Bahamas, au Panama, et viennent dire qu'ils sont innocents. Mais je dirais que c'est une insulte à l'honnêteté de millions de Français à qui on demande de faire des efforts. C'est une insulte. Ces gens-là ont des fortunes planquées dans les paradis. Vous avez énormément de révélations. Et là c'est quasi rien. On s'est quasi rien dit. Hein, je vous dis très sincèrement. On s'est quasi rien dit. Donc, face à l'état profond, Hubert Marty, 10 ans au RG, de Mitterrand à Sarkozy sur Amazon. Il y a des gens qui me demandent, est-ce qu'en effet, la police était gangrénée déjà par la maçonnerie? Oui, mais franchement, je vais vous dire une chose, gangréné, c'est pas du tout le terme qui convient. C'est pas du tout le terme. Je pense que les histoires de maçonnerie, pour moi, c'est du fantasme. Franchement, c'est du fantasme. À la police, c'est surtout la justice. Non, mais attendez, on peut pas du tout comparer la maçonnerie avec une mafia ou avec ça n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Mais c'est pas l'état profond? Non. Pour moi, ce n'est plus l'état profond. Non. Pour moi, l'état profond, c'est pas du tout la maçonnerie. Dites-nous ce qu'est l'état profond, tiens. Alors, l'état profond, c'est un concept qui a été développé par un sociologue canadien, Peter Dale Scott, j'en parle dans mon livre, qui est un professeur de sciences politiques, qui était ambassadeur canadien. L'état profond, si vous voulez, par exemple, on parlait de la maçonnerie, la loge P2, c'est l'état profond. Voilà, déjà. La loge. Voilà. Mais la loge P2, ce n'est pas de la maçonnerie. C'est quoi? C'est une mafia. C'est une mafia. D'accord. Dans lequel les gens utilisent et détournent les rites et les symboles maçonniques. Ils les détournent. Ils ne font pas de la maçonnerie.
Ils font du business, mais au sens mafieux du terme. D'accord. Alors, l'État profond, c'est un conglomérat de grands militaires, de certains politiques, d'industriels, de banquiers, de policiers, de magistrats qui se réunissent en secret pour prendre des décisions qui vont être, par exemple, de détourner des fonds, d'éliminer un tel, de promouvoir un tel. C'est le style, le modèle, la cagoule. Je parle dans mon livre de la cagoule. Le XAR, Comité secret d'action révolutionnaire pendant les années 30, c'était une institution type État profond dans laquelle faisaient partie François Mitterrand, André Bettencourt, François Dalle. Ce sont des gens qui, dans les années 30, se rendaient compte que la troisième, elle était complètement en déliquescence totale, un peu comme est actuellement la cinquième, et qui se réunissent en secret pour prendre des décisions, disant on va reprendre le pouvoir de façon cachée. D'accord. Voilà. Alors, tiens, commentaire d'auditeur, ce qui est aussi étrange, là il revient sur Bérégovoy, c'est que l'hélicoptère qui ramenait Pierre Bérégovoy, encore vivant à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, a été posé à l'héliport de Paris, à Issy-les-Moulineaux. Bien sûr. Alors que l'hôpital était muni de pistes d'hélicoptères et qu'en plus le carrefour de Port-Royal très large, pas comme aujourd'hui avec les pistes cyclables, permettait de se poser à côté de l'hôpital. Le trajet en ambulance entre l'héliport et le Val-de-Grâce est donc inutile ou très utile peut-être. Des hélicos sanitaires se posaient régulièrement sur le carrefour Fédherbe, Faubourg Saint-Antoine pour l'hôpital Saint-Antoine dont les terrasses étaient insuffisamment résistantes pour les hélicos. Ce carrefour est bien plus étroit et situé entre les immeubles hauts. C'est donc un choix délibéré. Le choix délibéré, il est dès le démarrage. Dès qu'on récupère le corps de Bérégovoy, on a tout fait pour surtout ne pas le sauver. Alors, le choix de l'hélicoptère, j'en parle dans mon livre. Je parle dans mon livre que la veille, il y a eu une rencontre très mystérieuse entre Mitterrand et Charras à Clermont-Ferrand. Et apparemment, c'est là qu'a été fait le choix de l'hélicoptère Dragon 63. Parce qu'il est totalement illogique, quand on a Bérégovoy qui arrive à l'hôpital de Nevers, d'attendre pendant 1h30 l'hélicoptère de Clermont-Ferrand, alors qu'une équipe médicale pouvait venir tout de suite de Paris, de l'hôpital Cochin, faire une intervention chirurgicale rapidement. On a toujours choisi à toutes les étapes de l'affaire Bérégovoy, l'étape qui était la moins décisive pour sauver le blessé. On a tout fait pour qu'il ne soit pas sauvé. D'ailleurs, quand il est parti dans l'hélicoptère de Nevers, il était déjà mort. Il était quasiment déjà mort. L'objectif de l'hélicoptère, je l'explique dans mon livre, c'était de prendre tous les documents, toutes les radios, toutes les premières constatations, que plus rien ne reste à Nevers et que tout soit au Val-de-Grâce sous le sceau du secret défense. Comme j'explique dans mon livre, il y a un détournement, un abus du secret défense qui est là pour couvrir les exactions de l'État profond. Voilà. Moi, j'ai été victime du détournement du secret défense. Comme il s'appelle, Bérégovoy ici, dans ses affaires, il n'avait pas du tout à être au Val-de-Grâce. On devait le soigner à l'hôpital de Nevers, essayer de le sauver. Surtout que, bon, les gens qui m'ont expliqué, les radios qu'ils ont vues à ce moment-là, on voyait bien c'était plus possible de le sauver. Mais il fallait donner le change, il fallait faire croire. Et puis surtout, il fallait organiser la manipulation dont son corps a été l'objet avant l'autopsie, parce que la disparition de quelques heures, elle est effective. Moi, c'est des gens d'IML qui m'ont expliqué que le corps, pendant 8 heures, 10 heures, disparaît. Et personne n'enquête là-dessus. Personne n'enquête. Bon, et d'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que un des anciens témoins de ces époques-là, M. Darmon, c'est ça, on lui a tiré dessus, en tout cas dans son pavillon, il y a 1 mois et demi cela. Oui, c'était en Bretagne. Ça veut dire que des gens de cette époque existent encore, et encore, qui ont peut-être encore le pouvoir. Il y a encore des gens apparemment qui s'en prennent à Darmon alors qu'il est témoin de l'affaire Boulin qui remonte à 46 ans. Bah oui. Mais je voudrais aussi revenir à Sarkozy. Excusez-moi, le grand innocent. Quand on regarde les témoins autour de lui, Choukri Ghanem, le ministre du pétrole saoudien, retrouvé mort, noyé. Takedine. Attendez, justement, j'y arrive. Retrouvé mort en 2012, noyé à Vienne, alors que c'est lui qui avait un calepin dans lequel il avait noté les sommes qui avaient été remises par le guide Mouammar Kadhafi à l'équipe de Sarkozy. Il avait noté. On retrouve mort, noyé dans le Danube à Vienne. Bachir Saleh, qui est le grand aussi ordonnateur de ces transferts de fonds, réfugié en Afrique du Sud, on lui a tiré dessus à plusieurs reprises. On a essayé de le tuer. Et puis Takedine, risque cardiaque 2 jours avant le dénoncé du jugement.
Et les gens ne s'interrogent pas sur cette accumulation de coïncidences qui n'en sont pas. On a vraiment l'impression que c'est un parrain qui élimine les témoins gênants. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a encore, malgré qu'il ne soit plus président, il a encore le pouvoir. Mais il a encore des structures de l'ombre, des structures de... il a été quand même président actif pendant 5 ans. Il a été aux commandes, il a commandé la DGSE, les services de renseignement, et son ami Squarcini. Attendez, je parle aussi de Squarcini, l'ancien patron de la DGSI. Le palmarès judiciaire, il est éloquent. Mais tous ces gens-là sont impliqués dans une affaire judiciaire. Il n'y a pas un hasard. Quand on a le président, le secrétaire général de l'Élysée, l'ancien directeur de la police, les 2 anciens ministres de l'Intérieur qui sont impliqués dans des affaires, on ne peut pas dire quand même que c'est un hasard. Au contraire, nous avons vraiment affaire à une association de malfaiteurs. Le terme est vraiment bien qualifié, bien approprié pour ces gens-là, sans problème. L'affaire de Broglie est aussi plus qu'amusante. Pierre de Varga a été condamné à 10 ans alors qu'il avait des antécédents multiples pour un crime avec association de malfaiteurs et un mobile crapuleux. Étrange clémence. Il a passé les premières années de sa condamnation dans la salle Cusco de l'Hôtel Dieu, qui normalement était destinée aux accusés malades en cours de jugement de palais de justice. Il pouvait y traiter ses petites affaires, peigner ses tableaux. Était-il le coupable tout désigné, le coupable idéal ? Toujours est-il qu'il n'avait aucun désir de se pourvoir en cassation et qu'il confiait que son ami Roland Dumas allait le tirer de là en 81, alors qu'il a été renvoyé à ce moment à Fresnes. Giscard avait bien viré de Broglie de son poste de financier des RI sous prétexte de ses relations troubles. Point d'interrogation. Je ne sais pas, j'ai pas assez creusé ce côté de l'affaire, mais De Broglie était vraiment c'est un haut notable un notable C'est normand. de Broglie ou de Broglie ? De Broglie, on dit De Broglie. D'accord. On dit De Broglie. Voilà, de Broglie, pardon, excusez-moi. On dit De Broglie. C'était le maire de son village, d'ailleurs, je crois encore sa famille qui est maire de son village. Je pense qu'il avait pris quand même ses distances avec Giscard. Cette histoire, le fait qu'il n'y a pas de reconnaissance de Giscard, ça crée une grande amertume chez lui. Hein. Alors, une dame appelle. Oui. Elle appelle, elle dit... Faites attention à vous, monsieur le commissaire. Oui, je suis d'accord. Faites attention à vous. Je suis d'accord. Vous savez que j'ai eu, il y a quelque temps de cela, Madame Devier-Joncourt. Oui. Et je peux vous dire que 35 ans après l'affaire Elf, elle m'a dit qu'elle ne donnerait jamais les noms. Ouais. Même à la veille de sa mort, elle ne l'écrira même pas sur un papier en mode testament. Alors, désolé, se replonger dans ces affaires, en faire le descriptif, expliquer toutes les magouilles des uns des autres, si vous voulez, c'est intéressant, mais l'objectif, c'est que la France en sorte. C'est ça aussi l'objectif. Oui, parce que vous dites que c'est quand même 130 milliards d'euros par an, oui. La corruption en France. La corruption est évaluée à 130 milliards d'euros par an. Imaginez depuis 10 ans ce qu'on aurait pu faire avec tout ça. Il y a déjà 1300 milliards de dettes en moins. Voilà. Et puis on aurait pu refaire des routes, refaire des ponts, parce que les infrastructures RATP, SNCF sont vieillissantes. Les hôpitaux, on ne peut pas vous soigner. Les maisons de retraite, il y a énormément de choses à faire. Je veux dire que lutter contre la corruption, ça ne peut pas être que l'affaire d'un commissaire ou 2 ou 3 ou des quelques juges. C'est une affaire globale, collective. Si on ne reprend pas le pouvoir, et alors, attendez, il faut que le pouvoir change totalement de main, parce que vous vous rendez compte à travers ces affaires que l'ensemble de la classe politique et médiatique est mouillée. Elle est complètement complice de ces détournements. Tant qu'on ne changera pas le système, qu'on ne renversera pas la table, eh bien, on continuera à s'enfoncer dans une crise et dans un système, je dirais, à la colombienne un petit peu. Hein, parce que regardez tout cet argent qui nous passe sous le nez. Après, on vous dit, on ne peut pas augmenter les retraites. On vous dit, ben non, on ne peut pas réparer telle chose, on ne peut pas rénover le pays. Il y a les moyens. La France est un pays quand même qui reste, même si elle a été fortement déclassée au niveau économique, ça reste quand même un pays riche. Mais il suffit de revoir, il faut revoir. Et le fonctionnement des institutions, on a beaucoup trop d'élus. Tout ce système des ministères, du Sénat, de l'Assemblée nationale nous coûte des millions inutiles. Et il faut revoir aussi le recrutement. Les partis politiques sont des partis maintenant qui ont été dévoyés et qui servent à pérenniser ces détournements de fonds à la barbe de tout le monde du pays. Bon, j'ai quand même une question, il faut que je vous la pose. Oui. Intéressant ce que va notre invité, mais on a l'impression qu'il ne parle que des ennemis de Jacques Chirac.
Je dirais que lui aussi, il n'a pas été, il n'est pas exempt de tout soupçon. Lui aussi, il a commis des détournements. Évidemment, quand on regarde en détail, que ce soit l'affaire des HLM d'Île-de-France avec Michel Giraud, les détournements à la mairie de Paris, lui aussi il n'est pas exempt de tout reproche. Ça, c'est évident qu'il a aussi commis des choses, des détournements publics. Je ne suis pas là pour le juger. Il est mort maintenant il y a plusieurs années. Mais la différence, si vous voulez, avec Chirac, c'est que c'était quand même quelqu'un qui était proche du peuple et qui était à l'écoute. Et puis, il aimait les gens, il aimait la France. C'est aussi le point commun qu'il avait avec Mitterrand. Parce que moi, je parle de l'envers du décor, mais ces deux personnages, ces deux présidents, Mitterrand et Chirac, quand même, ils aimaient la France, ils aimaient les Français. Et à leur époque, la France était, à mon sens, assez bien présidée, bien gouvernée. Et on avait eu une vraie stature européenne et mondiale qu'on a complètement perdue. On l'a perdue pourquoi? Parce qu'on a donné le pouvoir à des gens incompétents et franchement corrompus. Quand on voit les condamnations de Sarkozy maintenant, on doit réfléchir à tout ce que ce gars-là a fait. Est-ce qu'on avait besoin de faire la guerre à la Syrie, il y a 10 ans? Est-ce qu'on avait besoin de faire la guerre à la Libye? Quand on voit ce que la Libye est maintenant, c'est un pays qui est aux mains de l'islamisme le plus radical. C'est un pays qui est aux mains... Le côté de l'Est, c'est le maréchal Haftar, mais le côté de l'Ouest, c'est les milices islamistes. On a désagrégé ce pays, et puis c'est devenu une passoire totale pour l'immigration clandestine vers l'Italie, vers l'Europe. Et dites-moi, aujourd'hui, lorsque vous voyez la France actuelle, et vous voyez ces déficits, là, on est largement au-delà des 130 milliards de corruption. Oui. On a affaire... C'est le chiffre bas. Et je reviens à Bérégovoy. Il avait voulu créer un office central, service central de lutte contre la corruption, qui est passé un peu par perte et profit après sa mort. On a créé une autre institution, l'autorité centrale contre la corruption, mais regardez, ces rapports sont insignifiants, elle manque de moyens, elle manque d'enquêteurs pour travailler. Finalement, c'est le parquet national financier qui fait le travail que devrait faire l'agence centrale de lutte contre la corruption. Je dirais, reconnaissons le bienfait que Cahuzac a fait à la France. C'est qu'avec cette affaire Cahuzac en 2014-2015, on a créé ce parquet national financier. Oui, mais ça ne suffit pas. Mais si on ne l'avait pas, imaginez que nous ne l'ayons pas. Nous continuerions à avoir un Sarkozy qui fait la leçon à tout le monde, qui dit qu'il est innocent alors qu'il en est à sa troisième condamnation. Mais le Français moyen qui vole une voiture, qui fait un chèque sans provision, ou qui pire que ça. Lorsque vous, je sais pas moi, vous payez pas vos impôts en temps et en heure. 10%. Et puis à t'aider rapidement sur votre compte. Ou qui se gare mal. Tiens, on est ici, boulevard Murat. Je mets au défi les gens de pouvoir se garer à boulevard Murat. Alors, je cite une phrase de Tacite, qui à l'époque romaine, qui dit plus l'État est corrompu, plus il est répressif. Et actuellement, c'est un peu ça que nous voyons. C'est-à-dire que plus la politique, plus la République est corrompue, plus elle est répressive. On a fait en sorte de criminaliser de plus en plus les honnêtes gens. On passe à 80 km/h, on fait baisser des moyennes, on fait baisser le taux d'alcoolémie, on baisse la limitation de vitesse, on multiplie les règlements au niveau routier pour que les gens ils se sentent en permanence en infraction. Et quand vous avez des gens qui se sentent en permanence apeurés, qui sont dans la peur, dans l'angoisse de qu'est-ce qui va leur tomber dessus, un agent de police, un gendarme, un radar, un inspecteur des impôts, ces gens-là, ils ne vont plus contester. Et leur faculté de contestation, de réflexion va être amoindrie. C'est comme avec les farces Covid, etc. C'est pour faire peur aux gens, les mettre dans l'angoisse et les empêcher de réfléchir et de contester le système. Voilà. Voilà, je remonte la caméra. Hubert Marty face à l'État profond. 10 ans au RG de Mitterrand à Sarkozy. Allez, voilà. Je vous le dis très sincèrement, ce qu'on s'est dit sur 7h30, c'est 5% du bouquin. Donc allez-y, foncez vraiment, vous verrez l'envers du décor de l'État profond avec quelqu'un qui a enquêté parce qu'il était commissaire au RG, qui a les informations. C'est pas, on ne fait pas venir des hurluberlus, donc allez-y. Le tome 2 bientôt. J'espère fin de l'année, début 2026. Voilà. Pour l'instant, il faut que je m'occupe de la promotion du livre, que je me repose aussi un peu, parce que vous savez, c'était un travail énorme pendant 6 mois. Et puis aussi une certaine tension, parce qu'on m'a mis des bâtons dans les roues.
mon éditeur a été cambriolé, j'ai eu des coups de fil anonymes, on m'a trouvé un homonyme qui avait fait des détournements dans une cave, subitement, on me trouve un Hubert Marty qui a détourné de l'argent, alors qu'avant, on ne m'en avait jamais parlé, quoi. Bref, l'État profond se réveille, mais heureusement que grâce à Internet, grâce à des médias comme vous, grâce à des radios indépendantes et libres, la parole peut enfin s'exprimer, et des gens, je pense, qui ont une certaine éthique et qui veulent lutter pour le bien de notre pays, l'intérêt général. On n'est pas là, vous savez, pour détourner du fric ou du pognon, on est là pour dénoncer des agissements qui sont préjudiciables à l'ensemble des Français et de notre pays. Merci beaucoup, commissaire Hubert Marty. Face à l'état profond, 10 ans ERG de Mitterrand à Sarkozy, procurez-vous ce livre. Merci à vous d'avoir été si nombreux. J'ai moins lu peut-être de commentaires aujourd'hui parce que je pense qu'il fallait... 1h30, c'était trop court pour cette émission. Passez un excellent week-end. On se retrouve samedi prochain, même endroit, même heure. Allez, salut, ciao. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.